peux démarrer. Parfait. Bon, bienvenue, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire finance et modèles économiques. Donc, je suis Alexis Proust, je suis Startup Manager à The Place by CCI 37. The Place by CCI 37, très rapidement, hein, c'est un réseau d'incubateurs en région Centre-Val de Loire. Voilà, on a une antenne dans chaque département. Et donc, on accompagne les porteurs de projets qui sont sur des sujets plutôt innovants, donc des startups plutôt innovantes. Et on a tout type de projets et de phases de maturité. On a des personnes qui viennent nous voir, ils ont simplement une idée et on va les aider à travailler leur idée. Ou alors des gens qui ont déjà bien avancé leur projet et puis ils aimeraient bien tester leur mise sur le marché. Voilà. Et donc on les accompagne pendant une période de 6 mois. Voilà. Et évidemment, la finance, bah, c'est un sujet qui est important parce que tout entrepreneur aujourd'hui qui ne maîtrise pas les sujets finance en tout cas, eh ben, il va avoir beaucoup de mal. Alors vous allez me dire, on peut toujours s'entourer, on peut toujours se faire aider de l'IA, mais quoi qu'il arrive à un moment, si votre projet commence à décoller en tout cas, va falloir discuter avec des banquiers, va falloir discuter peut-être avec d'autres profils financiers aussi. Il va surtout falloir comprendre voilà comment votre boîte elle tourne financièrement. Et j'insiste beaucoup là-dessus. On voit encore malheureusement souvent pas mal d'entrepreneurs voilà qui freinent un peu sur ces sujets financiers en disant je vais le déléguer, mais ça suffit pas. Alors évidemment, on s'entoure d'un directeur financier ou autre à un certain moment quand on grossit, mais je le redis, un dirigeant il doit comprendre les sujets financiers. C'est primordial. Je connais pas un entrepreneur qui a réussi qui ne maîtrise pas les finances en tout cas de son entreprise. Alors avant de parler finances, justement, on va pas parler finances. Parce que la finance n'est qu'une voilà, n'est qu'une conséquence finalement de ce que va être votre projet. Donc là, l'outil que je vous présente, c'est un outil voilà qui est hyper répandu dans tout le milieu de création d'entreprise, qu'on soit innovant ou pas d'ailleurs. Donc c'est le fameux business model Canva. C'est l'outil le plus utilisé. Pourquoi? Parce que non seulement il est synthétique, mais il est complet en plus. Et alors avec cet outil en plus, on peut faire plein d'autres sous-outils dans chacune des rubriques aussi, ici qu'on voit. Et donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. En fait, cet outil, il vous permet en tant que porteur de projet de prendre de la hauteur en fait sur votre projet et on va faire le lien derrière avec le sujet financier. Donc, bon, très rapidement, comment se présente ce business model Canva? Ici, on va exprimer les grandes caractéristiques de votre projet à travers les différentes catégories qui sont expliquées ici. Donc, les partenaires clés de votre projet, donc des fournisseurs ou autres, par exemple. Excuse-moi Alexis, je te coupe, mais en Oui, fait, nous on voit ton PPT, mais pas en plein écran, donc je pense que le partage, tu l'as fait depuis ton PPT et pas ton plein écran. Du coup, on n'a pas le modèle du BMC sous les yeux en même temps que toi, je vous pense. le voyez pas là? Bah, on le voit, là on le voit, Ouais. mais je Ouais, sais pas si t'es en plein écran ou pas, et auquel cas on le voyait pas du coup. ouais, moi j'étais en plein écran. Bon, je reste comme ça sinon, ça ira. Ouais, ça fonctionne. Bon, attends, je vais réduire ça et puis on va rester comme ça. Donc les partenaires clés, vos activités clés, vos ressources clés. Je vais pas détailler parce que là, c'est pas le sujet forcément du business model Canva, mais c'est surtout pour faire le lien avec la finance. Et je vais vous donner un exemple derrière. Donc votre proposition de valeur, donc dans tout projet, hein, encore une fois, qu'il soit innovant ou pas, le sujet, un des sujets centraux en tout cas, c'est la proposition de valeur. Alors c'est souvent des gros mots pour dire quoi? C'est qu'est-ce que vous apportez comme gain finalement à votre client ou quel point de douleur vous allez le soulager en fait. Donc il y a tout un travail autour de ces propositions de valeur voilà, qu'on travaille aussi beaucoup ici en incubation. Ensuite, il y a la relation client. Donc, quelle relation client vous voulez installer avec votre client final? Les canaux de distribution. Est-ce que c'est de la vente physique, de la vente en ligne, via des salons ou autres? Et puis, vos différents segments clients. Voilà. Et puis en bas, on a à gauche vos coûts principaux et à droite vos sources de revenus principales. Voilà. Donc c'est soit un exercice qu'on fait à base de post-it en fait. Et très vite, on prend de la hauteur sur son projet. Souvent, il nous manque des choses, donc on va les retravailler. Et puis surtout, au fur et à mesure, en fait, on ajuste parce que
notamment quand on crée une entreprise, on va très vite se confronter au marché. Et donc, les idées auxquelles nous, on avait pensé un peu dans notre coin, on va les confronter au marché, on se rend compte finalement, c'est pas tout à fait ça. Et donc, on change. Donc, son business model Canva, il évolue régulièrement. Je vous présente très rapidement le business model Canva de Netflix pour vous donner voilà, un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, je vous disais, voilà un exemple de proposition de valeur, c'est de dire, c'est de pouvoir regarder un peu quand on veut, donc à la demande, des séries, films, enfin du divertissement, on va dire, où est-ce qu'on veut et quand on veut. Voilà, ça c'est ça vraiment leur proposition de valeur. Puis vous voyez autour de cette proposition de valeur, il y a toutes les choses qu'on connaît. Leur activité clé, ils font de la production, donc de films. Et puis à côté de ça, c'est aussi une activité de développement de leur plateforme. Bon, je vais pas tout détailler ici, je vous laisserai le regarder, mais les petits cases rouges, nous, c'est ce qu'on fait ici, par exemple, avec des porteurs de projets où on fait travailler à base de post-it et puis on essaie d'avoir quelque chose de synthétique. Et donc là, ça permet d'avoir une vue ultra synthétique de votre projet. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il va nous parler il va nous parler finance. Donc c'est là où je vais commencer à parler finance en fait. Parce que si vous vous lancez immédiatement dans les sujets financiers, donc avec le prévisionnel, etc., qu'on va voir tout à l'heure, vous n'allez pas y arriver en fait, parce que il faut que découle de toute cette réflexion de projet. Enfin, ce que je veux dire, c'est la finance en fait qui va découler de tout ça. Voilà. Ici, c'est peut-être le sujet assez où on met pas mal de choses qui font le lien justement entre j'ai réussi à décrire mon projet dans mon business model Canva et maintenant je veux le traduire financièrement. Donc on reprend les mêmes, plus ou moins les mêmes, enfin c'est pas plus ou moins, ce sont les mêmes rubriques. Et là je vous ai listé toutes les questions qu'on peut se poser en fait, pour déjà commencer à réfléchir comment je peux passer aux chiffres. Donc une fois que moi j'ai identifié mes partenaires clés par exemple, donc là je suis à gauche du business model, je vais me poser la question sur le coût de mes partenaires et de mes fournisseurs. Peut-être que dans mes partenaires, je vais avoir des charges fixes. Je vais avoir aussi forcément à un moment des charges variables. On va en reparler tout à l'heure. J'ai peut-être des échéances aussi régulières qui reviennent. Est-ce qu'il n'y a pas une saisonnalité aussi avec mes partenaires? Parce que voilà, je suis sur une activité qui fonctionne plutôt l'été peut-être et peut-être un peu moins l'hiver. Donc je fais appel à des partenaires l'été, etc., etc. Sur mes activités ressources clés, donc là, pareil, une fois que je les ai bien identifiées, sur chacune d'entre elles, je vais voir, OK, est-ce que j'ai de l'équipement? Est-ce que j'ai des travaux? Est-ce que j'ai besoin de stock? Etc., etc. Donc là, il y a pas mal de choses, donc je vous laisserai bien regarder. Mais en tout cas, quand on commence on passe de l'étape de l'idée au chiffre, j'ai envie de dire. Ça, c'est un bon moyen déjà de dégrossir un petit peu tout ça. Et donc sur la partie du business model, là, sur la partie donc gauche, on a les partenaires clés, l'activité ressources clés. Donc c'est plutôt, on va dire, ce qui va se passer à l'intérieur dans le moteur entre guillemets, le projet de mon entreprise. Et puis sur la droite, ça va être plutôt maintenant, voilà, comment je vais aller commercialiser mon offre auprès de quel type de segment client. Et donc je vais être un peu plus, par exemple, sur des définitions de prix, voilà, notamment là sur la proposition de valeur. Comment est-ce qu'on calcule son prix de vente par exemple. Donc il y a plusieurs techniques, il y a son calcul, on regarde le prix de revient pour être sûr qu'au moins ça me coûte pas plus cher que ce que je vais le vendre. On va benchmarker aussi auprès des autres. Et puis bien sûr, on va faire pas mal d'études de marché. Sur la relation client et les canaux, donc c'est peut-être qu'à un moment on va faire des promotions, des remises. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, tous les coûts de communication, d'acquisition, fidélisation client. Des choses qu'on oublie aussi souvent, le coût de fidélisation client. Coût de distribution aussi, coût de gestion des litiges, ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer. Et donc, les segments clients, là, pour passer aux chiffres, donc une fois qu'on les a bien identifiés, on va évaluer le volume du marché. Et puis, du coup, peut-être qu'on va avoir une première idée des parts de marché qu'on peut aller chercher. Et aussi peut-être avoir une notion de bon prix, notamment quand on va aller interroger ses clients. Bon voilà, c'est assez exhaustif, mais en tout cas ça permet de bien balayer tous les sujets, de savoir que derrière chaque
élément, en tout cas, de votre projet, il y a un élément financier. Et bien sûr, en bas, on retrouve les structures de coûts et les sources de revenus, mais on va en parler un petit peu plus après, donc je ne vais pas forcément détailler le sujet ici. Moi, il y a un sujet, alors on n'a qu'une heure, donc on ne peut pas non plus tout balayer, mais il y a un sujet que je trouve important, en tout cas, de traiter en 2026, et il aurait été bien aussi de le traiter un peu avant. Vous allez sûrement entendre aussi comme expression verdir son modèle économique. Alors, je sors peut-être un petit peu de l'aspect financier, mais on reste dans le modèle économique parce que puis ça va avoir un impact aussi évidemment sur votre modèle, enfin sur vos prévisionnels financiers. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'à chaque création de projet, d'idées en tout cas, pour créer une entreprise, il faut se poser toutes ces questions-là que je vous ai listées là. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous les lire, il y a 2 pages. Mais en tout cas, je vous invite à les lire. Donc, on reprend pour chaque catégorie du business model Canva. Je vous ai mis toute une liste de questions qu'on peut se poser. Donc, ça peut être son impact environnemental par rapport à notre écosystème, par rapport à nos clients, par rapport à ce qu'on produit. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments. Donc, au-delà de l'impact environnemental, il y a l'impact social aussi, sociétal. Donc, est-ce que la valeur, je la redistribue comme il faut? Est-ce que je peux pas faire un petit peu mieux? Voilà. Donc, là, c'est plein de questions à vous poser, en tout cas, sur la proposition de valeur, évidemment, segment client, les canaux, etc. Et pareil pour les ressources, vos activités et vos partenaires clés. Ouais, par exemple, les partenaires, c'est de dire, bon, ok, mes partenaires, c'est ceux-là, mais est-ce que je peux pas avoir une action là-dessus? Je vais choisir ceux qui me paraissent être les plus vertueux, en tout cas, par exemple. Euh, voilà, c'est ce genre d'exemple ici. Donc, je le redis, voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout projet qu'on rencontre et qu'on voit, voilà, qu'on voit tous les jours, même pitcher, s'il n'y a pas un moment, un petit regard dans ce modèle économique autour de son côté, on va dire, un peu vert, c'est un peu dommage. Voilà. Donc sur les objectifs de l'étude financière, en fait, le sujet, comme je le dis souvent, moi, quand je vois un projet qui est pitché ou qu'on reçoit, les chiffres financiers, je les regarde quasiment jamais, enfin en tout cas jamais la première fois. Euh, parce que parce que vous allez beaucoup entendre peut-être que ouais, mais les business plans ça sert pas à grand chose, ça de toute façon ça va jamais se réaliser comme c'est prévu, comme là c'est mis dans les fichiers Excel. Et pour le coup ça c'est vrai. Mais en fait ces éléments financiers, moi je les prends pas comme justement pour voir combien va gagner l'entreprise. Franchement, ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, et c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que il y a quasi aucune chance que ça se réalise comme ça. Donc à quoi bon, voilà, regarder ça et prendre ça pour argent comptant. En revanche, les chiffres, ils montrent très nettement si le porteur de projet, il est cohérent dans son développement, s'il a bien tout anticipé, s'il a bien vu, voilà, que la croissance du chiffre d'affaires, on regarde beaucoup la croissance du chiffre d'affaires, par exemple, on va en parler un petit peu après. Si elle est cohérente, si elle n'est pas trop rapide, si elle a les bons moyens en face. Voilà. Donc dites-vous que l'étude financière, elle vous sert, vous, globalement, à voir si votre projet il est crédible. Bien sûr, pour le présenter aussi à l'écosystème, enfin demain peut-être à des partenaires financiers ou autres, peu importe. À un moment, il faut bien parler chiffres. Mais on attache énormément d'importance à pouvoir voilà, voir cette cohérence dans les chiffres que vous pouvez positionner. Et malheureusement, encore, on voit beaucoup trop de dossiers qui sont très faibles sur cette partie-là. Parce que, alors je sais pas trop pourquoi, mais peut-être qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est de la théorie, donc peu importe que je mette voilà, des gros montants ou j'ai oublié des choses, c'est pas très grave parce que ça va pas se passer forcément comme ça. Euh, Sauf que, et je reviens un peu à ce que je disais en introduction, un porteur de projet qui maîtrise pas la finance, c'est un porteur de projet qui n'y arrivera pas.
voilà, qui arrivera pas. On va parler un petit peu après là de seuil de rentabilité, de trésorerie. Aujourd'hui, si on ne comprend pas ces choses-là, qui sont pour une entreprise le nerf de la guerre, même si certes il y a plein de choses autour de l'entreprise, mais toujours est-il qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la finance est quand même le nerf de la guerre. Donc si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants de la finance, le projet il ne fonctionnera pas. Il y a très très peu de chances qu'il fonctionne. Donc on réalise des prévisionnels financiers pour, donc je vous disais, voilà, vérifier un peu la faisabilité du projet. On veut voir aussi si quand on reçoit des dossiers, par exemple, financiers, alors c'est sur des entreprises qui sont un peu plus matures, mais on aime bien jouer aussi avec les tableaux financiers, alors dans un second temps, comme je vous disais, mais pour tirer le modèle économique. C'est-à-dire tous les chiffres qui ont été traduits au regard du projet, voilà, qu'on a pu lire. Déjà, on va regarder si c'est cohérent. Et puis après, on va tirer le modèle. C'est-à-dire, on dit, bah, si par exemple, le chiffre d'affaires, il est pas il est divisé par 2, par exemple. Quel impact ça va avoir sur l'entreprise? On peut faire l'inverse aussi. Ou si les coûts, là, par exemple, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, les entreprises subissent une hausse des coûts de la matière première. Ça, c'est des choses qu'on peut simuler aussi assez facilement. Si j'ai 40% d'augmentation, comme il s'est à peu près passé là depuis 3-4 ans sur mes coûts énergétiques, quel impact ça va avoir sur mon activité? Donc on va jouer là-dessus. Alors bien sûr, les prévisionnels financiers, je vous le disais, ils sont là pour convaincre les partenaires, avant tout les partenaires financiers. Vous allez voir des banques. Moi, je bosse avec pas mal de banquiers. Alors bien sûr, le banquier va regarder votre projet et tout ça, mais très vite, il va se plonger dans vos chiffres. Encore une fois, il va essayer de comprendre si c'est réaliste. Voilà. Il va pas forcément vous challenger sur voilà des hypothèses que vous avez pu prendre et tout, comme vos prix de vente ou autres, s'ils sont plutôt bien argumentés. Mais il va surtout regarder voilà si l'ensemble il est cohérent et si notamment lui par rapport à ce qu'il voit dans ses dossiers entreprises de tous les jours, si voilà il dit bah c'est cohérent ou pas, ou si vraiment on est sur des chiffres d'affaires qui n'ont jamais été faits dans l'histoire. Là, c'est sûr, tout de suite, ça passe pas. Alors, je souris un peu parce qu'on voit régulièrement des dossiers comme ça passer avec des chiffres d'affaires, alors qu'il faut qu'ils soient ambitieux, c'est vrai, mais il faut qu'ils soient aussi réalistes. Et on voit malheureusement encore trop de business plans financiers, de prévisionnels financiers enfin, qui dans l'histoire de la création d'entreprise, voilà, ça ne s'est jamais fait. Et donc, dites-vous bien que alors je parlais des partenaires bancaires, mais tout partenaire de votre projet, à un moment, va vouloir un dossier financier. Parce qu'il n'y a pas que les banques, il y a beaucoup d'organismes aussi aujourd'hui autour de la création d'entreprises qui peuvent vous aider, qui vous prêtent de l'argent. Alors, c'est pas forcément la sphère privée, ça peut être la sphère associative. Il y a des réseaux qu'on appelle, comme par exemple Réseau Initiative. Voilà, ils vous prêtent de l'argent. Ils vont vous demander aussi un dossier financier avec toujours un prévisionnel sur 3 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met dans des prévisionnels financiers? En gros, on a trois tableaux prévisionnels. On a le plan de financement de départ, on a le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie. Donc, on dit souvent le plan de financement de départ, bon, c'est celui qui permet de dégrossir un petit peu, bah, vous allez voir, on va en parler juste après, mais en gros, les macro-besoins, d'un point de vue financier en tout cas, et vos ressources financières. Donc votre plan de financement de départ, il sert voilà on a mis Sésame, ouvre-toi, c'est un peu ça, c'est la clé, on va commencer à ouvrir un peu le sujet. Après, le compte de résultat prévisionnel, lui, clairement, il est là pour démontrer que votre projet, il est crédible. C'est à partir de lui, notamment, qu'on va calculer son seuil de rentabilité, ce genre de choses. C'est à partir de cet outil aussi qu'on va voir si l'entreprise, elle génère de l'argent ou pas. Et puis, ce que beaucoup considèrent, moi aussi en tout cas, comme vraiment le nerf de la guerre dans les sujets finances, le nerf de la guerre, c'est le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est ni plus ni moins ce qu'il y a sur votre compte en banque, sur le compte en banque de l'entreprise. Alors, on ne pilote pas une entreprise uniquement en regardant son compte en banque tous les jours, parce que vous allez voir, c'est une vue qui est voilà avec un flux financier, ça rentre, ça sort, mais il y a beaucoup de choses derrière qu'il faut regarder. Mais aujourd'hui, voilà, beaucoup d'entreprises malheureusement sont en difficulté parce que ne savent pas gérer leur trésorerie.
Donc, on va faire un focus sur chacun des outils. Et puis on verra un petit peu ce que chacun amène. Donc, ce que je disais, le plan de financement de départ, je vais vous montrer un modèle derrière. Ce sont les capitaux qui sont nécessaires pour réaliser votre projet. Et surtout, on va juger de votre capacité à pouvoir réunir la somme d'argent dont vous avez besoin. Et donc, pour ça, on va lister l'ensemble de ces besoins au démarrage de l'entreprise. Et puis, on va aussi déterminer les ressources qu'on va pouvoir aller capter en face. Je passe tout de suite à l'exemple, le tableau. Voilà comment on présente un plan de financement de départ. Alors, en finance, il faut savoir que ça ne sert à rien de réinventer la roue. C'est toujours les mêmes tableaux qui sont attendus, les mêmes formats. Donc, le plan de financement qui est attendu, c'est ça. Colonne de gauche, le besoin. Colonne de droite, ressources. Dans les besoins, on a plusieurs catégories. Voilà, on a les besoins d'argent, donc les frais d'établissement, par exemple, de votre société. Aujourd'hui, voilà, faut l'immatriculer. Ça va vous coûter 200, 300 euros. Si vous passez par un expert comptable, ça va vous coûter 1000, 1500 euros. Voilà. Il y a peut-être une caution aussi à déposer en face. Il y a probablement des investissements à réaliser. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, mais il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être des terrains, ça peut être des travaux à un moment. Si on est uniquement sur une plateforme web, par exemple, donc on va être sur du logiciel. Il y a peut-être un site internet à développer, du matériel, de l'outillage, un véhicule, du mobilier, bon, etc., etc. Plein de choses. Donc on liste tout ça ici. Et peut-être que j'ai besoin de me constituer un stock de départ aussi, si je fais du produit manufacturé, par exemple. Pour commencer à vendre, voilà, peut-être que j'ai besoin d'un stock de 500, 1000 produits avant de partir. Et ça aussi, du coup, c'est un coût financier de stocker autant de produits. Et puis peut-être aussi que je vais pas démarrer mon compte en banque à zéro. Pour être un peu plus serein, peut-être qu'il faut que sur mon compte en banque, j'ai un petit peu plus d'argent, voilà, pour faire face aux différents flux. Donc c'est tout ça qu'on identifie dans un plan de financement sur la dimension besoin. Sur la dimension ressources, et ben là, c'est nos apports. Donc là, ce que vous êtes en capacité d'apporter comme argent. Et donc, alors oui, il y a le détail en compte courant ou en capital, bon, c'est pas très important à ce stade. C'est ni plus ni moins de l'argent que vous apportez, vous, en tant que créateur, et puis vous pouvez avoir des associés aussi. Voilà. Les ressources bancaires, j'en ai un peu parlé, donc des banques, des réseaux comme je vous ai parlé du réseau Initiative, mais il y en a d'autres aussi, voilà, qui vont vous prêter de l'argent. Donc ça, c'est des ressources aussi. Vous pouvez mettre ici. Et puis dans la catégorie autre, on peut avoir des aides éventuelles. Dans l'innovation, en l'occurrence, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'aides qui existent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aides, de subventions, de préamorçage, il y a plein de choses. Donc voilà, plan de financement, encore une fois, on réinvente pas la roue, c'est besoins et ressources. Et évidemment, les deux totaux sont les mêmes. Et la variable d'ajustement, ça va être la petite case en bas, trésorerie de départ, en fait. C'est en gros ce que vous n'avez pas dépensé, en tout cas, prévu de dépenser dans vos besoins, c'est ce qui vous restera sur votre compte en banque. Mais en bas, total, j'ai les deux mêmes montants à gauche et à droite. Alors, je vous disais, pour les startups innovantes, il y a pas mal d'aides en fait au lancement, parce que des startups innovantes, voilà, c'est un peu particulier. On me pose souvent la question, la différence entre une entreprise traditionnelle et une startup innovante. Souvent, je réponds que, en gros, c'est le degré d'incertitude qui est beaucoup plus fort pour une startup innovante, parce que on est sur quelque chose de nouveau. Et donc, a priori, il n'y a pas de besoin encore qui est satisfait par le marché, en tout cas. Et donc, on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. C'est pas comme quand j'ouvre un restaurant. Je sais qu'a priori, voilà, j'ouvre un restaurant. Il y a déjà, entre guillemets, l'usage est déjà développé. Oui, il y a des gens qui vont venir au restaurant matin, midi, soir, etc. Et donc, il faut pouvoir le financer, tout ça. Et du coup, les boîtes, les startups, au début, alors on va parler de rentabilité après, mais du coup, elles perdent de l'argent parce qu'elles sont obligées d'investir beaucoup de temps et d'argent là-dessus.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées en termes de financement, et notamment de financement public. Il y a beaucoup de concours aussi. Et puis, c'est comme ça que sont nées des choses comme le crowdfunding aussi. On fait du financement participatif. Je vous parlais des prêts d'honneur amorçage aussi. Voilà, ça c'est typiquement des choses qui sont liées il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées à l'innovation. La Love Money, c'est tout ce que votre entourage va pouvoir vous prêter comme argent. Donc parents, grands-parents, amis, etc. Et puis évidemment vos fonds perso. Et après, quand on commence à passer dans la phase développement, donc c'est là où on va plus discuter avec des banques, levée de fonds, donc auprès de fonds d'investissement qui vont vous prêter de l'argent. Et puis il y a des dispositifs après d'aide, financement de l'innovation. Mais c'est pas le sujet ici. Donc ça, c'était le plan de financement. Ensuite, il y a le compte de résultat prévisionnel. Alors, le compte de résultat prévisionnel, c'est ni plus ni moins. Enfin, c'est aujourd'hui l'outil. C'est même pas un outil. C'est un outil comptable en fait. Voilà, que toutes les entreprises ont, puisque c'est tout simplement obligatoire. Voilà. Pour la plupart, on va dire, des entreprises, c'est tout simplement obligatoire. Et du coup, c'est là où on va faire pas mal d'analyses à partir de ce compte de résultat prévisionnel. Donc, on va regarder si votre activité prévisionnelle, elle permet de couvrir les charges. Et surtout, on va regarder si votre projet, il est rentable. Voilà. Donc, pour construire un compte de résultat, ça se fait en 2 temps. D'abord, on construit son chiffre d'affaires prévisionnel. Et puis après, on va identifier ses dépenses. Donc, le chiffre d'affaires prévisionnel, souvent, alors, il y a plusieurs moyens de faire son chiffre, de calculer, d'estimer son chiffre d'affaires prévisionnel. On fait des hypothèses par rapport à un prix de vente, et souvent, c'est prix de vente, et puis le nombre de produits ou de services, entre guillemets, qu'on va commercialiser. On le fait comme ça. Et puis, on regarde aussi mois par mois ce que ça peut donner, on tire le trait, parce que peut y avoir aussi une notion de saisonnalité. Et on sait que sur certains business, juillet, août, c'est pas forcément les meilleures périodes, alors que d'autres, peut-être qu'en décembre, justement, ça explose. Donc, il faut pouvoir tenir compte de ça. Et puis aussi, pour estimer en tout cas son chiffre d'affaires prévisionnel, parfois on segmente par gamme de produits, vous pouvez avoir, par type de clientèle aussi. Vous avez peut-être une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels, par exemple, et donc c'est pas forcément les mêmes prix. Ça peut être la zone géographique aussi, et du coup peut-être des prix différents. Et puis, comme je vous disais, on s'appuie sur des hypothèses de calcul. Nombre de clients, panier moyen. Si c'est du service, ça peut être le nombre d'heures facturées, le nombre de jours d'ouverture. Si c'est un magasin, par exemple, il faut prendre tout ça en compte. Donc, on a plusieurs hypothèses, et puis après, dans un fichier Excel, voilà, on tire le trait. Alors, pour le coup, donc, des chiffres d'affaires prévisionnels comme ça, on en voit pas mal. On en a fait, nous aussi, pas mal, puisqu'on a aussi été entrepreneur dans des vies passées. C'est quelque chose sur lequel on revient tout le temps. On est tout le temps en train de changer ses hypothèses. Et puis, tiens, si j'augmente ça de ça, tiens, qu'est-ce que ça donne et tout. Donc vraiment, on joue tout le temps avec. Le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est de lever le stylo et de se dire, allez, c'est bon, j'y touche plus. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile sur le chiffre d'affaires prévisionnel. Tout à l'heure, je vous parlais de cohérence. Quand on analyse, on regarde un dossier, alors même si le business plan, tout ce que je dis là, vous le faites avant tout pour vous le faites pas que pour vos partenaires financiers, mais à un moment, vous avez bien compris que si on va aller chercher de l'argent, il faut présenter ces documents-là. C'est là où on voit la cohérence de croissance de chiffre d'affaires. Et si vous la construisez comme ça, mois par mois, en prenant vos hypothèses, en justifiant vos hypothèses, et que vous l'expliquez bien, normalement, là, tout ce qui va transpirer de votre projet, à travers les hypothèses que vous allez faire et tout, normalement, il y a une forme de cohérence qu'on va retrouver ici. Un contre-exemple. Parfois, on va des business plans avec des chiffres d'affaires prévisionnels. On dit, là, je vais prendre 1% de part de marché.
Le marché aujourd'hui, il est estimé à, je sais pas moi, il est estimé à 10 millions d'euros, par exemple. Donc, 1% de part de marché, ça va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, malheureusement, souvent encore, on voit ça. Ça, c'est clairement pas la bonne approche, parce que c'est pas comme ça qu'on construit son prévisionnel. On le construit, alors, plus empiriquement parlant, en tout cas. Donc, c'est-à-dire, je commence par le bas et petit à petit, je fais mes hypothèses, je vois le nombre que je peux faire moi, je regarde aussi, du coup, ce que fait le marché. Mais je vais regarder aussi ce que font les potentiels concurrents. Voilà. Et je vais regarder si moi, mon prévisionnel, au regard de tous ces éléments-là, je suis cohérent. Voilà. J'insiste beaucoup là-dessus parce que le chiffre d'affaires, c'est vraiment prévisionnel en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui est scruté énormément et qui est pas si difficile à faire en fait. C'est juste que parfois, enfin, je sais pas quoi, si c'est de la fainéantise ou autre, mais c'est quand même là où on voit si vous êtes crédible sur le plan financier. Alors là, je vous rassure, je crois que c'est le tableau le plus, enfin l'image la plus complexe du webinaire. C'est donc un compte de résultat. Voilà comment ça se présente. Encore une fois, il n'y a pas à réinventer le truc. Ça se présente toujours comme ça, alors avec plus ou moins des lignes intitulées différemment, mais c'est toujours comme ça. Donc on part du haut, c'est-à-dire tout en haut d'un compte de résultat, vous avez votre chiffre d'affaires. Donc là, ce que vous avez fait sur votre chiffre d'affaires, vous avez calculé mois par mois sur une année, et ben c'est ce qu'on va retrouver ici en exercice 1, par exemple, voilà, sur la première année. On va mettre les ventes de produits et de marchandises ici. Il peut y avoir aussi de la prestation, etc. Pour réaliser ce chiffre d'affaires, vous allez devoir faire des achats. Alors j'aurais pu aussi l'appeler ici, c'est des charges, c'est plutôt les charges variables en fait. Donc par exemple, pour concevoir, je sais pas moi, un produit, un jouet par exemple, voilà, il va vous falloir de la matière première, il va vous falloir un packaging, etc. Et plus vous allez en vendre, plus aussi il va falloir acheter ce type de matière première. Donc c'est ce qu'on appelle les charges variables. Et donc en dessous, on va identifier voilà toutes ces charges, donc tout ce qui va donc tout en haut en gros c'est un montant votre chiffre d'affaires, puis après on va soustraire petit à petit catégorie par catégorie. Donc vos achats, toutes vos charges externes. Donc là il y a plein de modèles de business plan qui existent avec l'IA aussi, voilà, il y en a plein à l'appel. Donc maintenant normalement on est sûr de presque rien oublier. Et donc vous avez voilà du loyer, d'entretien, réparation, fourniture administrative, etc., etc. Ça je vous laisserai lire. On les classe par catégorie parce que il y a certaines choses qui rentrent dans l'analyse et c'est ce qu'on j'ai appelé à côté, c'est ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. C'est des choses qu'on regarde beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a ce type de classification. Et vous voyez, plus on descend, voilà, donc on va voir ensuite les impôts, les taxes, les charges de personnel, et puis en dessous, bon, charges financières, etc. Et à la fin, le résultat, c'est le chiffre. Votre résultat, c'est, alors on le souhaite positif, mais il l'est pas forcément sur une première année ou peut-être 2-3 exercices non plus. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui n'ont pas de résultat positif, mais ça veut pas dire qu'elles ne marchent pas, c'est-à-dire qu'elles arrivent à financer ce résultat négatif en tout cas. Mais le but du jeu, c'est quand même d'avoir un résultat positif à la fin. Alors, je vais pas forcément présenter tous les soldes intermédiaires de gestion, mais retenez bien ici que celui qu'on regarde énormément, c'est ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Alors, on peut parler aussi d'EBITDA, mais je vais pas rentrer dans le détail. On inclut en plus les amortissements, mais là, je risque d'endormir tout le monde si je vais plus loin. Mais en tout cas, c'est surtout là-dessus qu'on juge la performance d'une entreprise. Quand on analyse, voilà, quand on voit un dossier passer, il y a un compte de résultat, tout de suite on va regarder le BE. Le BE, c'est la valeur vraiment, voilà, qui montre si l'entreprise elle va gagner de l'argent ou pas. Donc compte de résultat aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas à réinventer le truc, ça a toujours fonctionné comme ça. Et donc, c'est à partir du compte de résultat qu'on calcule son seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut pour que ça puisse couvrir toutes mes dépenses, en fait. Alors, il y a la théorie à gauche et il y a l'exemple à droite. Bon, même moi, c'est pas forcément quelque chose que je connais par cœur. Mais par contre, je voulais dire la formule.
mais par contre, c'est quelque chose que tout entrepreneur doit absolument maîtriser, son seuil de rentabilité. S'il n'a pas ça en tête, il ne sait pas quel chiffre d'affaires minimum il doit réaliser pour couvrir toutes ses dépenses. S'il n'atteint pas ça, ça veut dire la conséquence, c'est que, par exemple, en fin de mois, comment je fais pour payer les salaires? Et là, du coup, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Comment je fais pour payer mes fournisseurs, du coup, si j'ai pas anticipé tout ça? Et donc, c'est là où on rentre dans les jeux comptables, voilà, où soit il faut absolument que j'atteigne ce niveau de chiffre d'affaires, sinon, il faut que je trouve une façon différente de le financer, et donc que j'aille capter d'autres ressources financières. Et là, je reviens au plan de financement dont on parlait initialement. Donc, vous pourrez lire pour calculer un seuil de rentabilité. Aujourd'hui, sur n'importe quel site, on vous explique comment calculer un seuil de rentabilité, mais c'est vraiment une donnée qu'on regarde très attentivement. Vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des coûts variables pour produire, par exemple, des produits. Voilà. Vous avez 100 000 euros et vous avez 75 000 euros d'achat pour pouvoir produire les produits que vous allez vendre. Donc, à la fin, il vous reste 25 000 euros. C'est votre marge sur coût variable. Et à côté, vous avez des charges fixes de 60 000 euros. Voilà, parce que vous savez que cette année, vous allez avoir 60 000 euros de charges fixes. Donc, on va simplement calculer ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Donc, là, elle est de 0,75. Vous voyez le calcul. Donc, je fais mon chiffre d'affaires moins la marge sur mon coût variable et je divise par mon chiffre d'affaires. Donc, je suis à 0,75. Et mon seuil de rentabilité, c'est ni plus ni moins mes charges fixes qu'il faut que j'arrive à couvrir avec mon taux de marge sur coût variable. Donc, avec mon 0,75. Et donc, là, par exemple, ça me donne 80 000 euros. 80 000 euros. Donc, si j'ai une boîte, moi, aujourd'hui, qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, prévisionnel en tout cas, donc je suis plutôt bien a priori. Si j'ai des charges fixes de 60 000 en tout cas, voilà, je suis plutôt bien parce que a priori je suis au-dessus de 20 000 euros de mon seuil de rentabilité. Voilà. Et donc tout entrepreneur aujourd'hui est censé connaître son seuil de rentabilité. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Pourtant, c'est pas si compliqué finalement à calculer. Alors là, l'exemple il est facile, il est simple. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand vous avez plusieurs produits différents, quand vous avez du service aussi, où là, il faut isoler, en fait, il faut arriver à isoler tout ça, parce que du coup, on n'a pas les mêmes seuils de rentabilité pour chaque activité. Voilà. Et c'est là où on rentre un peu plus dans la finesse, j'ai envie de dire. C'est un peu technique, mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, le plan de trésorerie, qui pour moi, et pour beaucoup, je ne dis pas que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je le redis, la trésorerie, c'est ce qu'il y a sur le compte en banque de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est comme votre compte en banque à vous, sauf que là, c'est les chiffres de votre boîte. Donc, là, on va regarder si les recettes qui sont encaissées par l'entreprise, elles permettent de faire face aux dépenses, tout simplement. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Alexis, c'est ce qu'on vient de voir dans le compte de résultat, là. Du coup, à quoi sert le plan de trésor? En fait, le plan de trésorerie, il tient compte d'une chose malheureusement qu'on maîtrise un peu moins, c'est les délais de paiement, notamment. C'est-à-dire que vous allez, quand vous allez tout simplement émettre une facture à un client, voilà, j'ai mis une facture de 100 à un client, ok, ça va rentrer dans ce qu'on a vu avant, le compte de résultat, je vais avoir 100 en haut, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir 100 euros tout de suite sur votre compte. Parce que lui, il va vous payer peut-être à 30 jours, 45 jours, 60 jours. Et on va parler aussi en plus de la TVA. Et c'est pour ça qu'on dit que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut pouvoir tenir compte de ces décalages. Je peux avoir un très bon chiffre d'affaires, et même qui est au-dessus de mon seuil de rentabilité. Mais si derrière, mes encaissements, ils tardent trop, ou j'ai des clients qui ne payent pas parce que eux sont en difficulté, moi, ça va me mettre en difficulté parce que pour le coup, je ne peux pas couvrir mes dépenses. Parce qu'à la fin, c'est quand même une entreprise, quand même de l'argent qui rentre et puis de l'argent qui sort aussi. Donc pour faire ça, on va reprendre l'ensemble de ces investissements et de ces ressources. Vous allez voir, c'est un tableau assez simple, mois par mois. On va reprendre aussi l'ensemble, donc ce qu'on a mis sur le plan de financement. On va reprendre ce qu'on a mis sur le compte de résultat, donc sur nos deux outils d'avant, et puis on va les répartir mensuellement. Je crois que j'ai un exemple détaillé derrière.
Et donc, c'est là, je vous disais, le plan de trésorerie, il tient compte de la saisonnalité aussi, parce que un peu comme votre chiffre d'affaires, voilà, peut-être que fin d'année est une période beaucoup plus propice au regard de votre activité. Et donc ça, il faut pouvoir en tenir compte. Parce qu'avec le jeu des écritures comme ça financières, donc si novembre-décembre, c'est des gros mois en termes de chiffre d'affaires pour vous, ça veut dire que janvier, février, mars, peut-être, en théorie, vous allez avoir beaucoup de trésorerie. Voilà. Mais peut-être que s'il y a des activités, il y a des mois, pardon, qui sont un peu plus faibles, et ben vous allez avoir des trous. Mais en décalage, en fait, parce que entre les encaissements qui vont avoir lieu plus tard, et vous avez quand même aussi des choses à payer. Et bah, parfois, on se retrouve avec ce qu'on appelle des trous de trésorerie. Et ça, généralement, quand on est entrepreneur, on n'aime pas ça. Voilà, on n'aime pas ça. Donc, on tient compte de la saisonnalité, des délais de règlement, je vous en ai parlé, et puis de la TVA aussi. Fameuse taxe sur valeur ajoutée, qu'aujourd'hui de 20%. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est que quand vous facturez à un client 1000, lui, il va vous payer sur votre compte en banque. Vous allez avoir arrivé un mois après, à peu près, hein, alors ça dépend après des délais de paiement, mais 1200 euros, par exemple. Voilà. Et donc ça c'est le jeu des écritures. Et donc mois par mois, voilà, on fait ce travail-là. Alors je vous donne l'exemple, voilà ici de comment se présente un plan de trésorerie. Donc je vous disais hein, mensuellement, j'ai tout en haut mes encaissements, donc ce que je vais toucher, et puis en dessous, après je vais avoir mes décaissements, tout ce que je vais devoir sortir. Et là, donc je reprends ce que j'ai mis dans mon plan de financement en haut. Vous voyez, on retrouve capital, compte courant d'associés. Si j'ai des emprunts, donc c'était les ressources bancaires notamment, et mes aides éventuelles. Souvenez-vous du plan de financement, la partie droite en tout cas. Je vais ensuite reprendre les éléments de mon compte de résultat, donc avec mes ventes, voilà, que je vais générer. Donc ça, c'est tout ce que je vais avoir comme ressources financières en termes de trésorerie. Donc ça, pour le coup, ça va être de l'argent sur mon compte en banque. Et puis tous mes décaissements. Et donc là, mes décaissements, bah, je vais reprendre. Donc là, dans l'ordre, on a mis d'abord les éléments du compte de résultat qui vont sortir. Et puis en dessous, tout ce que j'ai mis dans mon plan de financement initial, avec peut-être du remboursement d'emprunt, mes investissements, parler des travaux peut-être à faire, etc. Donc encore une fois, voilà, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort. Et puis avec le jeu où on tire après le fil, donc j'ai un solde mensuel, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le solde cumulé, mois par mois. Voilà, on va regarder combien je vais avoir de trésorerie sur mon compte. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un entrepreneur, bah, il aime pas les trous de trésorerie parce que ça lui fait beaucoup de problèmes à gérer derrière. Donc on aime bien avoir un petit matelas trésorerie. Sauf que dans des périodes compliquées, en tout cas, comme on est en train de les traverser aujourd'hui, et ben aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. Voilà. Alors de chiffre d'affaires aussi, parce que tout est lié. Vous avez bien compris, c'est un peu l'histoire des vases communicants. Mais quand on a deux, trois clients qui sont en difficulté et qui vous disent bah je peux pas vous payer tout de suite, là c'est compliqué, je peux vous payer que dans 3-4 mois et encore je peux payer qu'une partie qui en a compte. Quand c'est peut-être un client qui représente une somme assez importante de l'ensemble de votre chiffre d'affaires, bah là ça a un impact assez énorme. Donc voilà pour la trésorerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas encore. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la culture financière aujourd'hui en France, elle est malheureusement pas assez forte encore auprès des entrepreneurs. Qui simplement s'en remettent à leur expert comptable, qui certes va vous faire l'expert comptable tout ce travail-là. Mais si c'est pour faire que ça, ok, on répond aux exigences réglementaires de publier, voilà, notamment le compte de résultat, alors pas forcément le plan de trésorerie, mais de publier tout ça. Mais si on ne se l'approprie pas et qu'on n'en tire pas des analyses et des enseignements pour mieux piloter sa boîte, bah c'est dommage. Et puis surtout, c'est plus que dommage, c'est dommageable en fait. Si on ne on comprend pas, on ne maîtrise pas son seuil de rentabilité, si on ne maîtrise pas suffisamment ses flux de trésorerie, bah, c'est des entreprises qui demain vont être en difficulté. C'est quasi sûr et certain. Donc voilà pour les trois prévisionnels voilà qu'il faut produire, que vous avez à produire notamment pour vos dossiers là de création. Mais sachez que dans la vraie vie, ça se passe exactement pareil.
c'est ces 3 mêmes documents qu'il faut produire. Voilà. Donc, ces prévisionnels financiers, quelques conseils pour terminer. En gros, c'est sûr que donc le plan de financement, besoins, ressources, on dit toujours oui, il faut financer correctement ses besoins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que si j'ai 100 000 de besoins, par exemple, bah, il faut évidemment qu'en face j'ai 100 000 de ressources. Mais le correctement, c'est un moment de savoir que par exemple aujourd'hui, une banque va pas pouvoir alors ça va dépendre des projets évidemment, mais une banque va pas pouvoir financer à 100%. Il va toujours y avoir besoin d'un apport personnel. Aujourd'hui, les banques demandent par exemple sur chaque projet entre 10 et 20% d'apport personnel. Voilà. Euh, donc c'est là où voilà tout de suite on voit nous si le plan de financement en tout cas il est cohérent. Alors j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est un peu technique. Oui, c'est un peu technique peut-être à ce stade, mais ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, retenons que c'est ni plus ni moins que l'argent minimum que je dois avoir tout le temps sur mon compte pour que je sois jamais en défaut de paiement, quoi. Enfin, allez, c'est dit très vulgarisé, mais globalement, c'est ça, en fait. Parce qu'avec le jeu des écritures dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je facture, mais j'encaisse que plus tard, mais en attendant, moi, il faut que je paye des fournisseurs, etc. Bah, il y a un moment, je dois toujours avoir un petit pécule de côté qui doit être réservé justement pour faire tourner et faire, voilà, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement de mon entreprise, en fait. Voilà, donc c'est ça. Et donc, et on le calcule. Alors, voilà, il y a un calcul aussi qui est assez facile à faire pour calculer son besoin en fonds de roulement. Se rapprocher le plus possible de la réalité. Donc, ça aussi, pour ça, il faut, bah, comme je vous disais, pour le chiffre d'affaires notamment, on parle d'une approche bottom-up. Donc, vraiment, on fait ses hypothèses, voilà. Et puis après, on tire le trait. Donc là, je suis en capacité d'en vendre peut-être 10, 15, 20. Puis là, si je recrute quelqu'un, bon, bah, si là, je le recrute là, il va être opérationnel dans 2 mois. Donc, peut-être que là, je vais pouvoir en vendre 50, puis 100. Enfin, voilà. Et surtout de benchmarker, de regarder ce qui se fait à côté. Même si on est sur un marché, enfin sur un sujet très innovant, il y a quand même des entreprises sûrement plus ou moins qui se ressemblent. Alors il y a des cas exceptionnels évidemment. On prend ChatGPT, OpenAI qui fait 10 milliards en presque 2 ans. Bon, c'est sûr, ça c'est voilà, c'est de l'ordre de l'exception. Des boîtes comme ça, il y en a une par siècle peut-être. Donc ce sont des cas très très rares quand même. Donc, se rapprocher le plus possible de la réalité, parce que c'est bien d'être ambitieux. Et si on montre quelque chose d'ambitieux, ben, il faut montrer que les moyens et notre approche aussi, elle est cohérente. Voilà, regarde ça. Les concurrents, j'en ai parlé. Et puis aussi, c'est se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, ça ne veut pas dire forcément que par un expert comptable, même si c'est leur métier, mais aussi dans son entourage, voilà. Peut-être voilà, ou des dirigeants déjà établis en entreprise. Et après, bien sûr, il y a des structures comme ici à la CCI. Bon, nous, évidemment, des choses comme ça, on en fait régulièrement avec les startups qu'on accompagne. Voilà. J'ai mis quelques ressources que vous pouvez consulter sur les prévisionnels financiers, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui existent. J'avais, je vais juste terminer là-dessus. Bon, on en a parlé hein, d'être crédible, d'être réaliste et tout ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'ère de ChatGPT et tous ses copains, bon bah ça, les tableaux comme ça, si vous l'alimentez plutôt bien, ils vont les sortir les tableaux. Il y a aucun problème, ça, je me fais aucun souci là-dessus. Le problème, c'est que oui, ça pour euh, là présenter ça là dans un dossier, pourquoi pas, mais en fait derrière la finance, il y a surtout beaucoup d'intelligence en fait. La finance, c'est ce que et je reboucle avec ce que je disais au début, c'est ni plus ni moins le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est comme ça que fonctionne notre monde. Alors j'ai essayé de montrer qu'on pouvait verdir aussi son modèle économique. Mais à la fin de la foire, voilà, si on veut que son projet il marche, eh ben, il faut se plonger dans les sujets finance. Et les sujets finance, ils ne traduisent ni plus ni moins que l'intelligence de l'entrepreneur, en tout cas, l'entrepreneuse, à traduire son projet, à le rendre, voilà, le rendre cohérent,
et surtout à pouvoir le partager. Parce que, OK, on pitch son projet, on partage son projet, c'est très bien. Mais quand vous allez vouloir vous développer, notamment, alors on n'est pas obligé de faire tout le temps des prêts, etc., évidemment. Mais quand même, dans la majorité des cas, à un moment, on a besoin de se financer. Et là, au-delà du storytelling, il faut pouvoir embarquer des partenaires financiers dans l'aventure. Et du coup, il faut être intraitable sur ces chiffres et il faut les maîtriser à la perfection. Et ça, c'est surtout quand on commence à entreprendre. Et après, et s'il y en a qui entreprennent et qui vont beaucoup plus loin, voilà, pouvoir bosser aussi dans des boîtes avec des croissances un peu folles, ça va très très vite. Et là, on veut lever des fonds, mais beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros. Là, c'est plus de la maîtrise qu'il faut avoir. C'est vraiment, ça devient un métier à part entière. Il faut maîtriser vraiment, voilà, chacun de ces chiffres. Et voilà, le truc, c'est un Tetris, c'est un puzzle à la fin. Voilà. Donc, c'est un sujet complexe, mais qui traduit, voilà, toute la puissance de votre projet. Voilà, et j'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup, Alexis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont éventuellement des questions s'il n'y en a pas eu? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. J'ai l'impression que j'ai appuyé sur le micro en même temps, mais est-ce que vous avez des questions éventuellement ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir vis-à-vis de ce qui vous a été présenté par Alexis? Moi, j'ai pas spécialement de questions. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup. Si à la limite, peut-être, est-ce que la présentation sera mise à disposition pour qu'on puisse récupérer les tableaux? Oui, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Pas de questions de la part de Samuel, il a mis dans le chat que c'était très clair, il vous remercie. Ça marche. Super, eh ben, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci surtout à Alexis pour la présentation, c'était effectivement très très clair. Bah, de toute façon, vous avez surtout en plus de la technique vraiment et des calculs, l'essentiel à comprendre étant qu'il faut qu'il y ait de la cohérence dans vos chiffres et que en fait vos tableaux financiers font que traduire la stratégie aussi que vous mettez en place dans le développement de votre projet. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui va donner de la valeur après à votre dossier dans le cadre de Créa Campus. Voilà. Et maintenant, vous connaissez également The Place by CCI. Mais donc, au plaisir, s'il y en a qui ont des projets innovants de start-up, on sera ravis de vous accueillir ici. Voilà, voilà. Eh bien, merci à tous et je vous Merci souhaite beaucoup. une très bonne